Sophie avait toujours su que quelque chose clochait dans sa vie. Mais ce soir-là, dans la vieille ferme familiale de Camille, au cœur de la campagne normande, tout bascula. Assise sur le vieux canapé usé par le temps, face à la cheminée crépitante, Camille la regarda droit dans les yeux et murmura « Je t'aime ?» Sophie. Pas comme une amie. Le monde s'effondra autour d'elle, son cœur battit à tout rompre. Mélange de terreur et d'un désir qu'elle n'avait jamais osé nommer. Les deux femmes s'étaient rencontrées à l'université à Paris. Il y a 5 ans. Sophie. Étudiante en littérature. Venue de la banlieue parisienne. Avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire timide qui cachait une soif de liberté. Camille. Issue d'une famille bourgeoise de Normandie. Avec son allure sophistiquée. Ses yeux verts perçants et une assurance qui masquait une profonde insécurité. Elles étaient devenues inséparables. Partageant des cafés interminables aux terrasses du quartier latin. Des débats passionnés sur les romans de Simone de Beauvoir. Et des silences complices qui en disaient long. Mais ce week-end à la ferme, censé être une escapade relaxante, venait de transformer leur amitié en un champ de mine émotionnelle. Sophie recula instinctivement. Son corps se raidissant comme si les mots de Camille étaient une attaque physique. « Qu'est-ce que tu dis ?» balbutia-t-elle. La voix tremblante. Camille. Les larmes aux yeux. Insista, je ne peux plus le cacher. Chaque fois que je te vois, que je te touche innocemment, c'est comme si mon monde tournait autour de toi. Sophie sentit une vague de panique l'envahir. Elle pensa à sa famille, à ses parents catholiques pratiquants qui attendaient d'elle un mariage traditionnel, des enfants, une vie normale. Comment pouvait-elle affronter cela? Était-ce une trahison de tout ce qu'elle avait cru être? Le dîner ce soir-là fut un supplice. La mère de Camille, une femme austère aux cheveux grisonnants, servit une soupe aux légumes du jardin, parlant de la récolte et des traditions familiales. Le père, un agriculteur bourru, évoqua les élections locales et les valeurs conservatrices qu'il défendait. Sophie, habituellement loquace, se contenta de hochements de tête, son esprit tourbillonnant. Camille, de son côté, évitait son regard, feignant une normalité qui sonnait faux. Après le repas, elles se retirèrent dans la chambre d'enfance de Camille. Un espace chargé de souvenirs, posters jaunis, livres empilés, et un lit double où elles avaient prévu de dormir comme des sœurs. Allongée dans le noir, Sophie ne pouvait fermer l'œil. Les mots de Camille résonnaient en elle, éveillant des souvenirs refoulés. Cette fois où, lors d'une soirée étudiante, leurs mains s'étaient frôlées et qu'un frisson l'avait traversée. Ou ces regards prolongés qui n'étaient pas seulement amicaux. Était-elle en train de se mentir à elle-même depuis des années? La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sévères sur les relations homosexuelles, surtout dans les milieux ruraux comme celui-ci. Sophie imagina les ragots au village, les regards en coin à l'église, la désapprobation de ses propres parents. Non. Ce n'est pas possible, se dit-elle. Mais son corps trahissait une attirance qu'elle ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, la tension était palpable. Camille proposa une promenade dans les champs, espérant clarifier les choses. Elles marchèrent sous un ciel gris, le vent froid fouettant leurs visages. « Je sais que c'est un choc, » dit Camille, sa voix brisée. « Mais je ne peux pas vivre dans le mensonge plus longtemps. Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Mon père est si traditionnel. Ma mère prie tous les jours pour que je trouve un bon mari. » Sophie s'arrêta net, les larmes coulant sur ses joues. « Et moi ?
Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai peur. Camille. Peur de tout perdre. Elle s'en lacère. Un geste qui était à la fois réconfortant et électrisant. Marquant le début d'un conflit intérieur qui les consumerait. De retour à Paris, Sophie tenta de reprendre sa routine, cours à la Sorbonne. Travaille à mi-temps dans une librairie. Mais chaque message de Camille ravivait la flamme. Elle se vire en secret. Des rencontres chargées d'émotions contradictoires. Un baiser volé dans un parc. Un aveu murmuré dans un café bondé. Sophie luttait contre ses sentiments, se rappelant les sermons de son enfance sur le péché et la normalité. Camille, elle, affrontait la pression de sa famille qui la poussait vers un mariage arrangé avec un voisin. Un jeune homme bien sous tout rapport. Un soir, lors d'une dispute houleuse, Sophie explosa. Tu me demandes de tout risquer, pourquoi? Pour une vie cachée? Pleine de mensonges? Camille, blessée, répliqua, parce que c'est réel. Sophie. Parce que je t'aime plus que tout. Cette nuit-là, elles firent un choix, explorer leurs sentiments. Malgré les risques. Mais ce choix déclencha une chaîne d'événements imprévus. Où la loyauté, la trahison et les sacrifices se mêleraient dans un tourbillon destructeur. Sophie commença à mentir à ses amis, prétextant des migraines pour éviter les sorties. Camille, de son côté, refusa les avances du prétendant familial, provoquant des interrogations. La mère de Camille, suspicieuse, fouilla dans ses affaires et trouva des messages ambigus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle un jour, brandissant le téléphone. Camille, prise au piège, balbutia une excuse. Mais le doute était semé. Les semaines passèrent, et la relation secrète s'intensifia. Des week-ends volés à la ferme, des promenades nocturnes à Paris. Mais chaque moment de joie était teinté d'angoisse. Sophie confia ses tourments à un journal intime. Écrivant sur la dualité de son âme, le désir versus la morale. Camille, elle, luttait contre la culpabilité d'avoir entraîné Sophie dans ce chaos. Puis vint le premier vrai conflit. Lors d'une visite surprise des parents de Sophie à Paris, elle dut cacher Camille dans la salle de bain, prétextant une amie de passage. L'humiliation fut cuisante. « Je ne peux plus vivre comme ça », dit Camille ensuite, les yeux rougis. Sophie, déchirée, promit de tout avouer bientôt. Mais le courage lui manquait. La pression montait inexorablement. Sophie, de retour chez ses parents pour les fêtes, affronta les questions incessantes. Quand vas-tu nous présenter un fiancé? Sa mère, une femme pieuse, insistait sur l'importance du mariage. Son père, ouvrier retraité, hochait la tête en silence. Mais son regard disait tout. Sophie se sentait étouffée, imaginant leur réaction si elle avouait son amour pour Camille. De son côté, Camille subissait les assauts de sa famille. Son père organisa un dîner avec le prétendant, un certain Julien, un agriculteur solide et traditionnel. Camille, forcée d'y assister, feignit l'intérêt. Mais son cœur saignait. À Paris, elles se retrouvèrent dans un petit appartement loué par Sophie. « Je ne supporte plus ces mensonges », confia Camille, serrant Sophie dans ses bras. Elles parlèrent des heures, débattant des choix moraux. Était-il juste de défier la société au risque de blesser leurs proches? Sophie, influencée par ses lectures féministes, argumenta pour la liberté individuelle. Mais la peur la paralysait. Camille, plus impulsive, voulait tout plaquer pour vivre leur amour au grand jour.
Un incident accéléra les choses. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Camille insista pour que Sophie l'accompagne. Hésitante, Sophie accepta, masquée par la foule. Mais un photographe captura un moment intime, leurs mains enlacées. La photo fit le tour des réseaux sociaux. Et bien que flou, un ami de la famille de Camille l'a reconnu. Le scandale éclata. Le père de Camille appela. Furieux, qu'est-ce que c'est que cette honte? Tu vas détruire notre réputation. Camille, tremblante, nia d'abord. Mais face à l'évidence, elle avoua. La réaction fut violente, cris, larmes, menaces de déshéritage. Sa mère, effondrée, invoqua la Bible, parlant de péché et de damnation. Camille, seule contre tous, choisit de partir pour Paris, emportant seulement une valise. Sophie, apprenant la nouvelle, fut terrifiée. C'est ma faute, pensa-t-elle. Elle accueillit Camille chez elle. Mais la cohabitation forcée révéla des fissures. Camille, blessée par le rejet familial, devint possessive, exigeant des preuves d'amour constantes. Sophie, encore dans le déni, reculait, craignant les conséquences sur sa propre famille. Une trahison inattendue surgit. Sophie, sous pression, confia son secret à sa meilleure amie d'enfance. Marie, espérant du soutien. Mais Marie, conservatrice, la jugea sévèrement, c'est contre nature. Sophie, pense à tes parents. Pire. Marie avertit les parents de Sophie, croyant bien faire. La confrontation fut dévastatrice. Les parents de Sophie débarquèrent à l'appartement, trouvant Camille là. Explique-toi, hurla le père. Sophie, en larmes, avoua tout. Sa mère s'effondra, parlant de déception et de prière pour son âme. Le père, rouge de colère, la traita de perverse. Ils partirent en claquant la porte, laissant Sophie brisée. Camille tenta de la consoler. Mais Sophie, submergée par la culpabilité, la repoussa, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce n'est pas normal. Camille, choquée, accusa Sophie de faiblesse. Leur première vraie dispute éclata. Mots durs échangés. Porte claquée. Camille partit passer la nuit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses démons. Le lendemain, la réconciliation fut fragile. Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée en questions LGBT. Les séances révélèrent des blessures profondes, l'enfance répressive de Sophie, la façade parfaite de Camille. Mais la thérapie souligna aussi la force de leur lien, encourageant à affronter les préjugés. Pourtant, la société ne lâchait pas prise. Au travail, Sophie subit des murmures, des collègues évitant son regard. Camille, cherchant un emploi, fut refusée à plusieurs reprises, suspectant une discrimination subtile. Elle se sentait isolée, leur amour devenant une forteresse assiégée. Un tournant moral survint quand Camille reçut une lettre de sa mère, une invitation à revenir, mais à condition d'abandonner cette phase. Camille hésita, déchirée entre l'amour filial et son identité. Sophie, jalouse de cette possible réconciliation, l'encouragea à y aller, masquant sa peur d'être abandonnée. À la ferme, Camille affronta sa famille. Le père, adouci par le temps, écouta, mais resta inflexible.
La mère, en larmes, avoua son amour inconditionnel, mais implora un retour à la normale. Camille, forte, défendit son orientation, c'est qui je suis. Maman. Acceptez-le ou perdez-moi. Elle partit sans compromis. Mais le cœur lourd. De retour à Paris, elle trouva Sophie en pleine crise, ses parents avaient coupé les ponts, refusant de payer ses études. Sophie, désespérée, envisagea de rompre pour apaiser tout le monde. Peut-être que c'est une erreur, dit-elle. Camille, furieuse, l'accusa de trahison, tu choisis la facilité au lieu de nous. La nuit qui suivit fut un point de non-retour. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, pesant les sacrifices. Camille proposa de déménager dans une ville plus tolérante, comme Lyon ou Marseille. Sophie, terrifiée, accepta à contre-cœur. Mais ce choix marqua le début d'une spirale de doutes et de regrets. Les mois suivants furent un tourbillon de changements. Sophie et Camille emménagèrent à Lyon, espérant un nouveau départ. La ville, avec ses rues animées et sa communauté LGBT plus visible, offrait un répit. Sophie trouva un job dans une galerie d'art, Camille dans une association pour les droits des femmes. Elles construisirent une routine, des dîners romantiques, des promenades le long de la Saône. Mais les ombres du passé persistaient. Sophie recevait des appels sporadiques de sa mère, pleins de reproches voilés. Pense à ton avenir, ma fille. Chaque conversation ravivait la culpabilité. Camille, elle, ignorait les messages de sa famille. Mais la nuit, elle pleurait en silence. Leur relation, autrefois passionnée, devenait tendue par ces fantômes. Un conflit éthique émergea quand Sophie rencontra une ancienne camarade d'université, ouvertement lesbienne et militante. Cette femme, Élise, l'invita à un groupe de soutien. Sophie y alla seule, craignant la réaction de Camille. Là, elle entendit des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Pour la première fois, elle se sentit comprise, mais aussi tentée par cette liberté affirmée. Camille, suspicieuse, fouilla le téléphone de Sophie et découvrit des messages avec Élise. La jalousie explosa, tu me trompes ? Sophie nia, expliquant qu'il s'agissait de soutien. Mais la confiance était ébranlée. Camille, se sentant trahie, contacta son ex-prétendant Julien, non par intérêt, mais pour tester Sophie. Si elle me quitte, au moins j'ai une porte de sortie, pensa-t-elle, rongée par l'insécurité. Sophie, apprenant cela, fut dévastée. Comment as-tu pu ? C'est une trahison. Elles se disputèrent violemment, accusant l'autre de faiblesse morale. Sophie partit claquer la porte, errant dans les rues de Lyon. Elle se questionna, valait-il la peine de tout sacrifier pour un amour si douloureux ? De retour, elles firent la paix. Mais le mal était fait. Camille proposa une thérapie de couple, qu'elles suivirent assidûment. La thérapeute mit en lumière leur peur, Sophie craignait l'abandon, Camille la perte de contrôle. Elles travaillèrent sur la communication, mais les cicatrices restaient. Un événement social amplifia les tensions. Invitées à un mariage d'une amie commune, elles durent affronter des regards curieux. Vous êtes ensemble ? demanda quelqu'un. Sophie, paniquée, balbutia un nom. Camille, humiliée, quitta la fête en larmes. Tu as honte de moi, accusa-t-elle plus tard. Sophie,
En pleurs, avoua sa peur résiduelle des jugements. Ce incident déclencha une période de séparation temporaire. Camille rentra en Normandie, espérant réconcilier avec sa famille. Sophie resta à Lyon, réfléchissant à ses choix. Seule, elle explora sa sexualité, lisant des livres sur l'identité queer, assistant à des événements. Elle réalisa que son amour pour Camille était authentique, mais entaché par la société. En Normandie, Camille affronta son père lors d'une discussion franche. « Je suis lesbienne. Papa. C'est ma vie. » Il écouta, surpris par sa détermination. La mère, intermédiaire, plaida pour la tolérance. Petit à petit, une acceptation fragile émergea, conditionnée par le temps. Sophie, de son côté, écrivit une lettre à ses parents, expliquant son orientation avec honnêteté. Pas de réponse immédiate, mais un appel timide de sa mère, « Je t'aime toujours. Mais c'est dur. » Un premier pas. Réunis à Lyon, elles décidèrent de reconstruire. Mais un nouveau dilemme surgit, Camille reçut une offre d'emploi à Paris, impliquant un retour aux sources. Sophie, attachée à Lyon, refusa. C'est trop risqué, argua-t-elle. Camille insista, c'est une chance pour nous. Le débat tourna au vinaigre. Sophie accusa Camille d'égoïsme. Camille répliqua par des reproches sur la lâcheté. Elles atteignirent un point critique, rompre ou persévérer. La crise culmina lors d'un week-end à Paris. Camille accepta l'offre d'emploi, forçant Sophie à choisir. « Viens avec moi. Ou c'est fini. » dit-elle, les yeux emplis de défi. Sophie, déchirée, pesa les enjeux. Quitter Lyon signifiait affronter à nouveau les familles. Les préjugés. Rester, c'était perdre Camille. Elles passèrent la nuit à discuter, revivant leurs souvenirs. Le premier baiser, les rires partagés, les épreuves surmontées. Mais aussi les blessures, trahison, rejet. Sophie réalisa que l'amour vrai exigeait des sacrifices. « D'accord. Je viens, » murmura-t-elle, scellant un pacte fragile. À Paris, elles louèrent un appartement dans le Marais, quartier gay-friendly. La vie reprit, mais les défis persistèrent. Camille, dans son nouveau job, subit des discriminations subtiles de collègues conservateurs. Sophie, reprenant ses études, luttait contre l'anxiété. Un choc majeur frappa quand la mère de Sophie fut hospitalisée pour une crise cardiaque. Sophie accourut, trouvant son père effondré. « C'est à cause de toi, » murmura-t-il, blâmant le stress du coming out. Sophie, rongée par la culpabilité, questionna son choix. Était son bonheur vaut-il la santé de sa mère? Camille l'accompagna à l'hôpital, affrontant les regards hostiles. La mère, faible, serra la main de Sophie, « Je veux ton bonheur. » Mais une réconciliation partielle? Mais le père resta distant. De retour, Camille proposa d'aider financièrement, mais Sophie refusa. Fière, leur relation devint un équilibre précaire entre soutien et conflit. Une amie commune, apprenant leurs tourments, les invita à un retreat LGBT en Provence. Là, entourées de couples similaires, elles trouvèrent de la force. Pourtant, une trahison finale ébranla tout. Sophie, stressée, renoua contact avec Élise, cherchant du réconfort.
Un dîner innocent tourna à l'ambiguïté quand Élise l'embrassa. Sophie recula. Mais ne le dit pas à Camille. Quand celle-ci découvrit des textos, l'enfer se déchaîna. Tu m'as trahi, hurla Camille, jetant des objets. Sophie, en larmes, jura son innocence. Mais la confiance était brisée. Camille partit chez sa mère, laissant Sophie seule. Dans la solitude, Sophie affronta ses démons. Pourquoi sabotait-elle son bonheur? Elle écrivit une longue lettre à Camille, avouant ses peurs, promettant fidélité. Camille, après réflexion, revint, mais posa des conditions: thérapie, transparence totale. Elles reconstruisirent lentement, apprenant à pardonner. La société évoluait autour d'elle, loi progressiste, visibilité accrue. Mais les blessures personnelles persistaient. Un ultime test arriva quand le père de Camille organisa une réunion familiale. Invitée, Sophie y alla, tremblante, face à la famille. Camille déclara: Sophie est ma compagne. Acceptez-nous ou non? Le silence fut pesant. Puis la mère parla: nous essayons. Un pas vers l'acceptation. Pour Sophie, ce fut un réveil, l'amour valait les luttes. Mais le prix était élevé, amitié perdue, famille fracturée. Les années passèrent, transformant leur histoire en une tapisserie de victoires et de cicatrices. Sophie et Camille se marièrent civilement à Paris, entourées d'amis acquis à leur cause. Les familles, réconciliées partiellement, assistèrent, la mère de Sophie en larmes de joie mitigée, le père de Camille en silence approbateur. Mais l'absence de certains soulignait les pertes. Professionnellement, elles s'épanouirent. Sophie devint professeure de littérature, enseignant le féminisme. Camille, avocate pour les droits LGBT. Leur vie devint un témoignage de résilience, mais les conflits intérieurs persistaient. Sophie luttait encore avec la culpabilité, Camille avec la peur de l'abandon. Un jour, lors d'une conférence, Sophie rencontra une jeune femme en plein questionnement. En l'écoutant, elle revit son propre parcours, les choix moraux déchirants, les trahisons, les sacrifices. L'amour vrai exige-t-il toujours un prix si élevé, se demanda-t-elle. Camille, de son côté, affronta un cas difficile, une cliente rejetée par sa famille pour son orientation. Cela raviva ses blessures, la poussant à questionner si elle avait fait les bons choix. Avait-elle sacrifié trop pour Sophie? Leur relation, mature, intégrait ses doutes. Elles discutaient ouvertement, renforçant leurs liens. Mais la société française, malgré ses progrès, gardait des poches de conservatisme. Des incidents mineurs, regards hostiles. Commentaires en ligne rappelaient la bataille continue. Finalement, lors d'un anniversaire à la ferme familiale, rénovée en havre de paix, elles affrontèrent un dernier fantôme. Le père de Camille, âgé, avoua ses regrets: j'ai eu tort de juger. Une catharsis collective. Mais Sophie se demanda si le pardon effaçait les dommages. L'histoire de Sophie et Camille est celle d'un amour forgé dans le feu des préjugés, des choix éthiques contestables et des sacrifices profonds. Elles payèrent cher leur authenticité, perdant des liens familiaux, affrontant la trahison et endurant des blessures émotionnelles. Pourtant, elles émergèrent plus fortes, questionnant si le jeu en valait la chandelle. Était-ce juste de prioriser leur amour au détriment des attentes familiales et sociétales?